va être, dans un premier temps, très symboliquement visible par la réouverture de l'aérogare historique, l'aérogare de Labro, en mai 2019, mais surtout parce que cela va coïncider avec le centenaire du musée. C'est vrai que ce musée va avoir 100 ans, c'est un musée historique, c'est un musée de site, c'est un musée de mémoire, c'est un musée de sciences et techniques, c'est un musée d'histoire. Cette mutation va bien évidemment aussi se percevoir au travers d'une nouvelle présentation des collections, une présentation que nous avons souhaité épurer. La collection, c'est la collection qu'on peut appeler les trésors du musée, c'est celle qui concerne les pionniers, les débuts de l'aérostation et de l'aviation, et la Première Guerre mondiale. Nous avons souhaité, dans le travail qui est en cours actuellement avec les scénographes, travailler sur des ambiances différentes, pour une partie pionnier, une partie très positive, enjouée, et puis la Première Guerre mondiale qui marque un temps malheureusement important dans notre histoire, mais surtout un temps pour lequel l'aviation va jouer un rôle crucial. Dans un bâtiment qui va retrouver tout le geste architectural qui avait été souhaité du temps de sa construction par l'architecte Labro. C'est aussi une dynamique de projet. Nous sommes, en plus de tout ce travail sur la réouverture prévue du musée, nous sommes dans la rédaction du nouveau projet scientifique et culturel du musée, qui nous est demandé dès 2018, parce que nous devons également préparer le contrat d'objectifs et de performance avec le ministère des Armées pour les 5 prochaines années. Je pense que c'est une chance pour le musée de pouvoir à la fois ouvrir un nouvel espace, fêter son centenaire et se poser la question de ce qu'il veut devenir au travers de ce PSC. C'est également une dynamique de territoire, avec le lancement des travaux dans le cadre du Grand Paris et la prolongation de la ligne 17. Nous pouvons commencer à, on va dire, nous féliciter des décisions qui vont conduire à la construction de la nouvelle station de métro qui se trouvera devant le musée et qui devra être ouverte pour les Jeux Olympiques 2024. C'est également une dynamique d'équipe, c'est une nouvelle organisation que nous allons mettre en place, car elle doit être en phase avec les réflexions menées autour des musées du XXIe siècle et de la politique culturelle du ministère des Armées. Rappelons qu'avec les musées sous tutelle du ministère des Armées et tous les acteurs culturels, dont les archives historiques, le ministère des Armées est le deuxième opérateur culturel de l'État. Je pense que c'est assez peu connu et ça doit être valorisé. Nous avons également une dynamique de gestion à mener. On nous demande de réfléchir à un nouveau modèle économique du musée. Nous devons le mettre en place dès l'ouverture de l'aérogare en 2019. Pourquoi un nouveau modèle économique du musée ? Nous avons bien évidemment un travail à faire sur nos publics, un travail à faire sur notre intégration en territoire, un travail à faire sur notre reconnaissance à l'international, qui est très importante, mais qui n'est pas suffisamment visible dans le nombre de visiteurs étrangers qui viennent dans le musée. Et le numérique dans tout ça, me direz-vous ? Le numérique sera une priorité du musée. C'est déjà un axe prioritaire du ministère des Armées. Les pratiques muséales, les pratiques numériques muséales passent bien sûr par la numérisation des collections. C'est en cours au musée de l'air et de l'espace, mais ça reste long, coûteux et absolument nécessaire. Ça passe également par une évolution des pratiques de visite. Un outil d'aide à la visite en format numérique est actuellement à l'étude au musée. Nous avons lancé cette réflexion dès mon arrivée en 2018 pour pouvoir mettre en service en 2019 pour l'aérogare historique et la tour de contrôle un nouvel outil de visite. Il s'agit de travailler en mode participatif, de pouvoir contribuer à l'expérience muséale de manière significative et proactive. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir un public majoritairement
jeunes, beaucoup de scolaires, un public familial et un public en territoire. Cela ne doit pas nous empêcher d'aller chercher de nouveaux publics et de travailler sur des projets qui pourront, en interaction avec le territoire, valoriser les publics qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment présents au musée. Je pense notamment au public empêché. Je vous remercie d'être là ce matin et cet après-midi avec nous, et je voudrais vous inviter à profiter des 3 journées très chargées que le personnel du musée a préparées pour vous. Je dirais que cette année est une édition du Carrefour de l'Air particulièrement importante, puisqu'elle a été préparée en partenariat avec l'Aéroclub de France, qui fête ses 120 ans, et qui, avec le soutien de l'armée de l'air et du passage de la patrouille de France lors du meeting aérien de dimanche, nous a permis de proposer une édition assez importante, avec un plateau très, très important. Je voudrais, pour terminer, remercier nos mécènes. Je voudrais chaleureusement remercier l'AMA. Je sais que ça n'est pas évident pour eux d'être partenaires financiers d'une opération comme celle-ci, mais ils l'ont fait. Ils ont compris que cette édition nécessitait pour nous un soutien financier plus important. Je souhaite remercier ADP et ADP Le Bourget, la DGSA, Dassault Aviation, le GIFAS bien évidemment, et la DPMA, ministère des Armées, qui, avec l'armée de l'air, nous soutient dans chacune de nos actions. Je vous remercie. Merci à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous me voyez derrière à la fois les micros et la borne qui est bien haute. Donc, j'appuie sur 160 abonnements en cours, un fonds photographique dont nous allons parler de plus de 500 000 images, des archives, des manuscrits, des plans. Tout ça pour vous dire que c'est un centre de ressources extrêmement riche et que je vous invite bien sûr à venir nous rendre visite. Merci. Merci Sylvie, merci Vincent. Je vous propose de reporter toutes les questions, discussions, puisque nous avons prévu 1 heure pour cela cet après-midi avec les divers intervenants, commissaires de diverses expositions liées à l'iconographie et à la photo. Napoléon III et l'Italie, effectivement, c'est les premières photos de guerre pour certaines, vues du front. Avec les œuvres. Toutefois, la stratégie complémentaire articulant accès physique et dématérialisé aux objets s'inscrit dans une tendance de fond, de nouvelles modalités d'accès aux œuvres. Merci Anthony pour cette magnifique présentation. Nous y reviendrons sans aucun doute au cours de la table ronde. Le métier du livre au Bureau international de l'édition française, dans le réseau du ministère des Affaires étrangères et européennes. Et ensuite, elle a orienté sa carrière vers... Bonjour à tous, donc il est toujours très doux de se faire accueillir par des gallicanoutes émérites. Donc j'ai entendu ce matin déjà 2 jolis témoignages, un à ce micro dans l'introduction de Monsieur Bagnac, que je souhaite remercier pour son accueil et l'organisation de cette journée, et un aussi côté régie, puisqu'il y a des passionnés de pain au levain fait maison qui trouvent des recettes dans Gallica. Mais je ne dévoile pas plus la vie personnelle des techniciens. Donc, je suis ici pour vous parler de Gallica. Gallica qui est une bibliothèque numérique qui a aujourd'hui 20 ans. Alors 20 ans, c'est aussi 20 ans de vie commune avec des usagers, et trouver justement dans cette, soit ce puits sans fond, soit cette forêt aux ramifications inextricables. Donc là aussi, ça fait partie de développement de Gallica important. Alors évidemment, vous avez la recherche simple,
qui là peut donner beaucoup de bruit, ou parfois même tellement de bruit que c'est des résultats parfois de la Bibliothèque nationale de France, mais elle représente aussi plus de 340 partenaires d'institutions autres que celles de la BNF, ce qui correspond aujourd'hui à peu près dans Gallica à 630 000 documents de partenaires présents dans Gallica. C'est important. On a été évoqué la question du responsive design des sites, pour qu'ils puissent s'adapter aussi bien sur tablette ou téléphone, et qui, elle, a une bonne connaissance avec le département des sciences et techniques et les partenaires de ces fonds. Ce qu'on y trouve, évidemment, c'est dans différents types de documents relatifs à l'aéronautique. Donc évidemment, il y a de l'imprimé, il y a de l'iconographie, notamment avec le fonds Roll, de l'agence Roll, dans le contexte d'un programme européen qui s'appelait Europeana 14-18. Donc Europeana, qui est le portail européen patrimonial qui agrège les bibliothèques patrimoniales de pays d'Europe, avait conçu un programme de subventionnement pour numériser des documents massifs sur quelques années, et parmi cette numérisation, des documents ayant trait à l'histoire de l'aviation militaire. On a aussi des partenariats de l'Inédite, où on va retrouver ça et là un Merluz qui est certes un valeureux pilote, mais aussi un sportif courageux. Donc vous voyez bien aussi, on a parlé de diversité de typologies documentaires, mais vous voyez bien que sur le simple fait de les imprimer, le fait de travailler ensemble de manière collective permet de donner à voir toutes les facettes d'une ressource patrimoniale sur des thèmes donnés. Et voici un peu des points d'entrée assez visuels, différentes revues qui sont aujourd'hui présentes dans Gallica, notamment la revue L'Aérophile, qui est une des qui est considérée comme la première revue aéronautique de 1893, qui est présente dans Gallica jusqu'en 1947. Et qui aujourd'hui, en termes de consultation, fait partie des 50 premières revues consultées dans Gallica sur plus de 14 000 positions. Nous donnons à voir, mais aussi nous essayons de signaler ça ou là, donc à travers une politique sur les réseaux sociaux de Gallica qui est assez connu, un échange de savoir, une structuration des collections mises à disposition sur le web par une autogestion de communautés qui, entre eux, en fin de compte, faisaient de la curation ou de l'enrichissement d'informations autour de données mises en ligne. Ce pourquoi je reprenais notamment autour de l'aéronautique un billet de blog d'un particulier. Attention, on le voit qu'elle se fait au moment de la création des ressources numérisées, on le voit quand elle se fait sur une politique volontariste de vouloir travailler ensemble pour conserver et diffuser ces ressources patrimoniales, mais on voit que la politique de rebond, elle se fait assez spontanément et permet tout simplement une politique de rebond pour montrer une planche qui est présente dans Gallica, et cet échange qui s'est fait donc, entre deux comptes Twitter a eu pas mal de réappropriation et en fin de compte une dissémination des dessins de Marcel Jean-Jean spontanée, on va dire, qui s'est faite sur le web. On a une politique de coopération internationale, qui est une délégation de relations internationales, qui est plus d'ailleurs des relations entre bibliothèques nationales des deux pays, avec des sites dédiés qui s'appellent Patrimoine partagé, qui sont plus des ressources, des relations diplomatiques entre les pays. Aujourd'hui, sur des actes documentaires précis comme l'aéronautique, je dirais que c'est plus le phénomène d'opportunité. On n'a pas ouvert le côté systématique qu'on peut avoir au niveau national, au niveau international. En revanche, sur des fonds spécifiques ou des thèmes spécifiques, dès lors qu'on a une communauté qui peut être de chercheurs, qui identifie des fonds à l'étranger, c'est tout à fait envisageable. Seulement, il faut quand même se souvenir que Gallica, dans son ADN, c'est aussi une bibliothèque francophone. Voilà, donc on a des documents en anglais, on a évidemment les fonds de la BNF, on a des documents étrangers dans les fonds de la BNF, donc vous avez, je ne parlerai pas de manuscrits coréens, parce que mais on a aussi des manuscrits étrangers. Dans la politique de coopération, un document en langue étrangère, il faut que vraiment il ait sa complémentarité ou qu'il soit essentiel pour la compréhension de la collection qu'on construit sur le thème donné.
Je vous remercie infiniment, Madame, pour cette magnifique présentation. Je ne regrette pas d'avoir envoyé une bouteille à la mer sur le site Gallica, il y a 2 mois de ça, et de vous retrouver ici. Dans les 2 premières présentations ce matin, on parlait de dizaines de milliers, de centaines de milliers de documents. Là, on passe aux millions. Et on rentre effectivement dans cette grande question sur la valorisation, sur la diffusion, mais aussi on peut employer quelques grands mots, quelques gros mots lorsqu'on parle de démocratisation de la culture, du patrimoine. C'est sans aucun doute aussi un moyen de parvenir à ces choses-là. Je le vois moi par exemple avec mes enfants, adolescents et jeunes adultes, ils vont plus facilement rechercher sur le net que dans les rayons des bibliothèques. Je retiens aussi de ces divers partenariats, et ça a été à peine évoqué par Sylvie ce matin, c'est que nous avons beaucoup de plans d'aéronautique et on a en ce moment le projet avec le ministère des Armées, une numérisation d'environ 900 plans dont le but serait de passer justement à terme sur Gallica. Et puis je retiens aussi de votre communication l'interaction entre les galinotes, les internautes, mais la difficulté aussi souvent d'indexer, comme l'a dit Sylvie, comme l'a dit Anthony, et nul n'est pique de leur mirandole, on ne peut pas tout savoir sur tout, donc il faut aller chercher des compétences qui peuvent être disséminées chez des spécialistes, chez des curieux, chez des particuliers, et donc effectivement il y a cette question de l'indexation collaborative. Je voudrais demander à M. Patrick Pécat, oui voilà, de bien vouloir me rejoindre pour terminer cette matinée. Alors M. Patrick Pécat, c'est un peu pareil, je suis parti un peu à la pêche avec une bouteille à la mer, parce que mon chef, le conservateur en chef, Christian Tilati, ça fait 2 ans ou 3 qu'il me parle d'indexation collaborative et qu'il faudrait faire quelque chose. Et donc je vous ai trouvé avec les questions d'indexation collaborative sur des fonds photographiques du débarquement de Normandie, sujet c'est-à-dire qui intéresse beaucoup de monde, mais effectivement une photo, on peut voir un uniforme, on peut voir un lieu, on peut voir une arme, on peut voir des insignes de grade, on peut voir tout un tas de choses, et personne n'a la connaissance complète de ce qu'on voit dans une photo. Et ça a été, vous avez lancé ce projet en 2007, ça fait 10 ans, ben vous allez justement nous raconter un petit peu ces choses-là. Alors M. Pégat était au départ professeur de mathématiques, ensuite il s'est intéressé aux bases de données numériques, mais tout ça, c'est un peu comme les mathématiques, c'est go no go, c'est juste ou faux. Et vous avez dû vous apercevoir que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait mettre des mots derrière tout ça et des descriptions. Et c'est justement cette épopée, d'une certaine manière, de 10 ans que je vous demande de nous faire profiter pour terminer la matinée. Merci. Merci. Merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, excusez-moi. Donc je tiens un blog qui s'appelle Déjà Vu, où vous retrouverez des propos sur le projet Photo Normandie et sur bien d'autres sujets de culture visuelle, puisque je participe à des projets de recherche en culture visuelle. Donc je vais travailler maintenant, je vais présenter le projet Photo Normandie. Donc c'est un projet qui a pour objectif d'améliorer la description documentaire de 4800 photographies et 300 films historiques sur la bataille de Normandie, qui est actif donc sur Flickr pour les photos depuis janvier 2007 sur la plateforme collaborative, enfin de partage Flickr, et qui est pour les films plus récentes disponible, les 300 films sont disponibles depuis septembre 2013 sur YouTube. Alors c'est un projet qu'on qualifie très souvent de crowdsourcing, de contenu généré par les utilisateurs, d'annexation sociale, d'annexation collaborative, enfin il y a beaucoup de termes. Et je m'arrête sur un barbarisme un petit peu qui est redocumentarisation pour signifier plus précisément l'objectif de notre projet.
Redocumentariser, pour nous, c'est retraiter un document ou un ensemble de documents numérisés de façon à les enrichir de descriptions et aussi donc de métadonnées nouvelles. Ce qui explique qu'on retrouve toujours pratiquement très souvent, enfin, on a fait le recensement donc une fois sur 10 environ, des séquences filmées qui sont en relation avec les photos. L'origine des photos proviennent pour l'essentiel d'un site qui a disparu maintenant, qui avait été conçu par le Conseil régional de Basse-Normandie, mis en place en 2004, qui n'existe plus maintenant, et donc les photos existent maintenant sur notre site. Ça a été complété par un ensemble de fonds que je détaille ici, que je décrirai pas tous en détail, mais en particulier des photographies de la collection Allison, qui sont des photos que l'on transmet par photo. Donc là, vous avez deux opératrices de radiophotos, justement, de l'armée américaine de l'époque. Ces radiophotos sont des champs Flickr à partir des champs IPDC ou XMP, lorsque l'image envoyée en téléchargement à Flickr possède ces champs. Donc, à titre d'exemple, les métadonnées dans Photoshop, on n'utilise pas Photoshop, mais ça revient au même dans tous les logiciels qui vont gérer des métadonnées IPTC ou XMP, nos descriptions, puisque les descriptions sont incluses dans l'image. Ça, selon un principe qui est fondamental dans tous les pour nous, dans tous les projets similaires, collaboratifs, qui est que les données vous appartiennent, ne appartiennent pas à la plateforme, à votre prestataire de service. Puis des gens dont on ne connaît pas du tout l'origine, ne demande pas d'avoir un doctorat en histoire ou en archivistique pour participer au projet. Ce qui compte, c'est les informations que vous allez nous amener. Des témoignages, soit directs ou indirects. Et lorsqu'on a une information qui est uniquement plausible mais pas certaine, on doit toujours avoir l'honnêteté de dire qu'il s'agit d'une hypothèse. C'est établi entre différents participants, donc par le jeu des commentaires sur les photos permis par la plateforme Flickr, et la discussion se termine par une validation collective des modifications proposées de tête, où les astronomes amateurs n'ont pas la prétention de rivaliser tant en compétences qu'en bagage technique et encore moins en appareillage avec les astronomes professionnels, mais ils ont pour tâche de surveiller, très souvent, de surveiller des objets, parce que le ciel c'est immense, de surveiller des objets comme des étoiles variables, des documentaires, où on obtient trop, c'est le bruit documentaire. On appelle ça un travail d'enquête sur les images. Je vais le faire à travers 8 exemples illustrés. Observer, examiner attentivement les images et rechercher des images similaires dans la collection. On avait cette image-là qui était légendée, donc je donne à chaque fois la légende d'origine et la légende telle qu'on l'a retravaillée. Donc des soldats américains aident à naufrager sur la plage de Utah Beach, etc. Bon, pas de chance, c'est pas Utah Beach, c'est Omaha Beach. On a les critères objectifs pour distinguer les deux plages. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes galets, c'est pas les mêmes marquages sur les tenues des soldats, parce que c'est pas les mêmes unités, etc. Et cette photo s'intercale d'un déroulement d'action. Donc à chaque fois qu'on a plusieurs photos en séquence, il faut mentionner dans la légende de chacune des photos qu'il y a une séquence. Et on a aussi un film, une séquence filmée de cet événement. Donc voici la séquence des photos. Le film, je n'ai pas le temps de passer. Seconde règle élémentaire, il faut compiler des informations trouvées dans les livres, dans les magazines, sur les encyclopédies, enfin partout où on peut trouver de l'information. La légende d'origine de cette photo-là était extrêmement succincte. 4 soldats américains installent une radio dans un trou d'obus. La légende telle qu'on l'a actuellement est beaucoup plus développée, où on a une compilation d'informations techniques, des références web et des références magazines. Alors cette photo-là, pour la petite histoire, est très intéressante dans le sens où c'est une des rares photos où on voit le soldat qui est à droite, au talkie-walkie. C'est un code talker comanche, c'est-à-dire un soldat de la nation comanche américaine, qui transmettait des ordres à un QG en langue comanche, en partant du principe qu'il y a très peu d'Allemands qui pratiquent la langue comanche. Les moteurs de recherche inversés que tout le monde doit connaître, les deux plus connus que tout le monde doit pratiquer, c'est TINEI de la société ID et Google Search by Image. Il en existe aussi des payants, enfin bon, bref. C'est un
quelque chose qu'on peut faire, même si on connaît absolument, n'a pas déjà été exploité sur d'autres sites et n'a pas été déjà indexé par un moteur de recherche inversé. Du site Tinei, du moteur de recherche Tinei, donc on avait cette photo-là où on avait pratiquement aucune information. Dans Tinei, on a retrouvé 2 résultats, donc ça c'était en 2009, si je me souviens bien, que Tinei s'est lancé sur ce créneau-là. Donc, ce qui nous a permis de voir que cette photo était connue, notamment dans un site qui s'appelle history.mil qu'on a maintenant. Ça nous a permis aussi de découvrir un nouveau site, donc ça je dis ça donc, au début du projet. Maintenant on connaît très très bien ce site-là et on l'a beaucoup exploité. Et donc la photographie nous permet de donner des noms sur les personnages représentés. Il s'agissait de lieutenant-colonel Anna Wilson, donc la femme la plus haute gradée à l'époque dans l'armée américaine. 4e exemple, il faut rechercher en dehors des collections, examiner les photos d'autres collections, des agences, des collections spécialisées sur la Seconde Guerre mondiale et ne pas hésiter à reconsidérer des photos connues. On avait cette photo-là avec cette légende d'origine, c'est la légende d'origine extrêmement succincte encore une fois. Donc la photo, la légende est beaucoup plus évoluée maintenant. On a en particulier reconnu 2 personnages, le lieutenant-colonel Benjamin Van der Voort avec ses béquilles, et puis en bas à droite, on a eu, c'est une des fiertés du projet, d'avoir reconnu le photographe Robert Capa en train de changer les pellicules sur un appareil photo. Comment on sait que c'est Capa? Bon, sa physionomie est relativement... Le colonel Van der Voort, etc., au même endroit, donc on a des images de Capa, on sait qu'il était présent. Non seulement ça, alors le lieutenant-colonel Van der Voort, c'est pour la petite image, on a bien faire des références à la culture populaire, c'est le personnage qui est joué par John Wayne dans le film Le jour le plus haut. 5e exemple, bon, il faut agrandir encore le cercle, c'est-à-dire faire des recherches sur des journaux, des magazines, des livres, des forums spécialisés, des rapports, des témoignages. Je vais le faire sur donc, 3 images. 3 images de la collection qui visiblement sont en relation. Donc la légende d'origine, c'était la restitution donc, de prisonniers allemands le 2 juillet à Balleroy, donc de prisonniers allemands de fête à Cherbourg. Donc on a retrouvé d'autres photos dans d'autres collections. Visiblement, il s'agit des mêmes personnages qui sont... Donc, ça, si on a 3 photos dans la collection et 3 autres dans d'autres collections. On a retrouvé également des articles de journaux qui parlent de cet événement et également des photos, enfin des coupures de journaux légendaires. Donc ça a été extrêmement couvert à l'époque par les photographes militaires et d'agences qui étaient présents sur le... De reconnaître que ces photos-là ont été publiées bien avant l'édition du 19 juin de Life. Si vous ouvrez les histoires du photojournalisme, vous verrez toujours la même histoire, que Capa a pris ces photos-là et qu'elles ont été publiées pour la première fois dans l'édition de Life du 19 juin. Donné, c'était la recherche de localisation. On a très peu de localisation fiable. C'est un des exercices importants du projet de retrouver des noms de lieux. Une des méthodes, c'est de faire appel aux collectionneurs de cartes postales anciennes ou de rechercher nous-mêmes, sans passer par les collectionneurs. Sur cette légende d'origine, la localisation était inconnue. On a retrouvé une carte postale, alors c'est pas dans le même angle, il faut faire un virage à 90 degrés pour s'apercevoir que le pilier qu'on voit en haut à gauche, c'est le même pilier en bas. Bon, bref, quand on a un doute, de toute façon, on va sur Google Street View et donc on retrouve effectivement la localisation des lieux. C'est la recherche directe, cette fois, avec Google Street View. Je vais donner un exemple. Sur cet exemple-là, la légende était inconnue. Comment on procède? En principe, c'est assez simple. On recherche, on fait l'identification militaire, donc ça se fait par les marquages sur les matériels et sur les tenues des soldats. Et on fait un estimatif de la date et on suit sur les Google Street View tous les trajets qu'on puisse suivre la division en question. Alors, il faut prendre son temps et passer en jachère. C'est pas la peine de s'escrimer à chercher des informations si on ne les trouve pas.
Un petit point maintenant sur le bilan documentaire. Depuis fin janvier, la galerie et les photos ont été vues plus de 68 millions de fois. Actuellement, on tourne à 15 000 visites par jour, ce qui est assez important quand même pour un site général, enfin spécialisé comme le nôtre. On a observé une grande progression depuis 2012 et sans surprise, tous les 6 juin, on a des pics, évidemment, les écoles viennent visiter le site. Un petit bilan sur les descriptions, plus de 10 000 descriptions corrigées, donc c'est plus que le nombre de photos puisque on peut retourner évidemment plusieurs fois sur une correction de légende, et 449, donc à peu près 1 sur 10 des images ont une séquence filmée en correspondance, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, un petit point maintenant sur le mode d'utilisation de la redocumentarisation que l'on utilise c'est libre et gratuit sur les films comme sur les photos. Donc, c'est une initiative qu'on a prise parce qu'on n'avait pas de sources filmées et comme je vous ai tenté de vous expliquer, c'est très important d'essayer de retrouver les films en correspondance avec les photos. On n'avait pas de sources disponibles pour... En France, le seul point où ces films sont disponibles, c'est à l'ECPAD. Ils ne sont pas disponibles sur le site de l'ECPAD, il faut aller dans l'établissement. Voilà. Donc on a actuellement 300 films numérisés, dont 12 sonores, ce qui est plus que les 208 films de l'ECPAD. Alors la qualité, on a quand même quelques difficultés et quelques insatisfactions. Donc s'il y a des points d'insatisfaction, c'est les films. Parce qu'on a plus d'antériorité sur les films, sur les photos que sur les films, pas que Photo Normandie, en particulier sur Flickr. Flickr, il y a tout un ensemble de projets qui s'appelle The Commons, qui a été initié par la Librairie du Congrès en 2008. Donc pour un bilan de ce qu'on a fait nous, en fait, il faut proposer toujours une collection substantielle. Vite, on devrait être... à la fin de l'année, à plus de 5000 images. C'est un petit accroissement, mais c'est un accroissement quand même qui se fait. D'autres annonces. Questionnement que nous avions, et je tiens à vous remercier, M. Pécat, pour cette présentation qui nous montre comment cela peut fonctionner avec à la fois l'aspect rigoureux, méthodologique, et c'est sans aucun doute là l'héritage de la généalogie du professeur de maths ou de celui qui analysait les bases de données, et puis derrière l'honnête homme qui prend en compte tout ce qui est humain dans ces choses-là. Et c'est vrai que c'est très important. Bon, chacun, on a nos spécialités. Moi, il m'arrive, lorsque je lis d'excellents historiens, des choses sur le domaine de la guerre, et qu'il y a des illustrations qui me font bondir parce que c'est mal décrit ou mal fait, eh bien j'ai tendance ensuite à me méfier des choses que je ne connais pas, en me disant mais si ce que je connais est tellement mal dit, comment puis-je faire confiance aux autres choses? Donc je crois que c'est quelque chose d'assez important. On l'a vu, ce croisement de compétences, ce croisement de savoir-faire pour amener à une meilleure connaissance mutuelle. Et donc on a terminé cette matinée avec cette excellente communication. Je vous propose de nous retrouver à 14h. Je vais faire une modif sur le Cortiso de 75. Il a cassé le moteur en bas, c'est ça? Oui, plusieurs fois, parce qu'il y a une bague, elle a changé de matière et elle ne s'est pas comportée normalement. Tout un tas de paramètres, c'est pas ne jouez pas avec ça. Jouez dans la boîte, il faut rester conforme dans la boîte. Non. C'est la référence du 3e niveau. Nous avons vu comment pouvait se mettre en place un chantier de numérisation, puis de mise en ligne de collections photographiques, aussi bien au musée de l'air et de l'espace qu'au musée de l'armée. L'indexation collaborative avec le cas des photos de la bataille de Normandie qui étaient d'une grande précision parce qu'on était à la fois dans la théorie et dans la pratique. Cet après-midi, je vous propose d'aborder un
un autre point de la médiation numérique, comment se servir de ces outils numériques dans les musées pour accompagner la visite, ou comment faire profiter d'une visite un public qui est loin à travers système de web visite. Donc nous allons commencer avec M. Olivier Michaud, qui est le chef du pôle médiation du musée de l'air et de l'espace, qui va vous montrer ce qui va être mis en ligne dans quelques jours ou quelques semaines. Merci Gilles. Petite correction, donc, je suis le chef du pôle multimédia et non pas médiation, multimédia système d'information. Je pense que la chef du pôle médiation apprécie. Donc je vais vous parler de la réalisation d'une visite virtuelle d'une exposition qui a eu lieu, une exposition in situ qui a eu lieu en fin 2016, début 2017 sur Verdun, la guerre aérienne. Donc c'est une exposition qui a eu lieu ici sur à peu près 400 mètres carrés, je crois, ou 500 mètres carrés. Nous, on avait décidé, donc à l'époque, de faire une visite virtuelle. Je vais dérouler mon petit plan vite fait. Pourquoi une visite virtuelle? D'une exposition temporaire, je précise, pourquoi faire? Eh bien, l'idée première, c'était avant tout de garder une trace. J'ai envie de dire, j'ai utilisé le terme conservé, mais avec aussi une collection d'expositions temporaires, donc, et de les proposer ensuite sur notre site internet, ou bien, on le verra plus tard, sous d'autres formes, mais déjà dans un premier temps sur notre site internet, et afin que les visiteurs qui n'ont pas pu se rendre sur cette exposition ou qui y sont passés de façon furtive puissent y revenir. Voilà. On a fait, on s'est posé la première question, qu'est-ce qu'on fait, comment on procède? Alors tout le monde connaît Google Street, on s'est dit est-ce qu'on fait une visite virtuelle à la Google Street? Non, créer 170 hotspots, des cartels, des objets, des documents audiovisuels, avec un parcours sur environ, sur 20 points de visite à 360 degrés. Donc là on va faire un petit tour très vite sur la visite virtuelle. Donc voilà, on se retrouve dans la visite virtuelle, dans l'exposition. On se promène avec un certain nombre de points, des points 360 qu'on peut retrouver. On avait décidé de garder une carte du parcours et de l'exposition. Ces points correspondent en général aux thématiques de l'exposition qu'on retrouve ici à travers un menu. Vous allez tous avoir le lien, donc vous pourrez aller vous promener. L'idée c'est de vous montrer, par exemple, si on avance dans la visite, donc ça se présente un petit peu comme Google Street, effectivement, avec des marques au sol, des flèches pour revenir en arrière, pour aller en avant. Avec la possibilité effectivement de zoomer donc, sur le cartel pour mieux le lire. Je ne vois pas la petite croix, voilà. On revient ici donc, avec un mode de navigation qui nous permet de l'afficher en plein écran, de réafficher la carte si besoin. Si je me positionne ici, par exemple, on va se retrouver avec des éléments audiovisuels sur lesquels on va pouvoir cliquer. Et à ce moment-là, on déplace nous-mêmes les slides de cet écran audiovisuel, qui oblige effectivement à certains, à fixer des gabarits qui sont des fois pas forcément toujours très très esthétiques, notamment quand on est en plein écran, mais qui s'adaptent parfaitement bien lorsqu'on est sur des tablettes ou sur des mobiles. Voilà. Ok. Si on va concorde. Voilà. Donc ensuite, ça tourne par défaut avec votre petite souris. Vous pouvez avancer. Dans les années 90, on en faisait déjà des visites virtuelles, mais c'est surtout avec QuickTime de Apple, QuickTime VR. Donc, Flash, concrètement, si un prestataire vous propose de faire une visite virtuelle de nos jours en Flash, il faut clairement dire non. Donc maintenant, depuis quelques années, place au standard, depuis, j'ai envie de dire, depuis 2010.
2015, 14, 15. Donc, comment ça s'est passé? Nous, on a dû... alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait... on a des équipes compétentes avec les connaissances nécessaires et le matériel adapté pour faire nous-mêmes les visites virtuelles. Donc, tout ce qui est prise de vue et ensuite mapping. On a décidé donc de réaliser nous-mêmes tout ce qui était hotspot, donc les 170 hotspots. Ça a représenté 26 jours de travail homme au total. Donc il y a eu un gros travail avec l'équipe en interne, Jean-Philippe Lemaire, webmaster, et puis Frédéric Cabezal. On s'est un petit peu, je ne vais pas dire qu'on s'est trompé, mais on a fait une petite erreur stratégique. C'est-à-dire que quand on a décidé de faire cette visite virtuelle, l'exposition était en cours d'installation. 360 de cockpit, ça me paraît assez intéressant. Éventuellement en faisant en sorte, parce que d'enrichir ces panoramas pour à destination des personnes à mobilité réduite, puisque ces personnes-là ne peuvent pas à l'heure actuelle entrer dans les avions, ça peut leur permettre d'avoir une solution alternative. Mais finalement, ça commence par une visite virtuelle quelque part. Donc je sais qu'il y a des expériences qui commencent à se faire, il y a encore le jour dans les musées de réalité virtuelle. Donc est-ce que finalement, ça ne va pas être le musée du futur pour moi? Délivrer une information plus importante que sur un cartel. Le musée de la Légion d'honneur, tout le monde ne le connaît pas, vous savez au moins où il est parce qu'il est en face du musée d'Orsay. Bonjour à tous, oui effectivement, alors pourquoi ce titre? En fait, pour tout vous dire, effectivement on va parler du meilleur comme du pire, parce que j'étais intervenu il y a de cela 2 ans pour un autre sujet. Le musée venait d'ouvrir un compte Facebook et j'étais intervenu au ministère de la Culture qui m'avait donné pour sujet, il avait été imposé le titre, comment faire vivre des collections opaques en numérique. Alors j'avais trouvé le mot intéressant, opaque. Et finalement c'est vrai que le musée de la Légion d'honneur, depuis son ouverture en 1925, et je vais revenir dans entier, mais c'est vrai que le musée qui est né en 1925 est né d'un cercle de collectionneurs qui avaient donné leur collection avec obligation d'ouverture d'un musée. Et finalement ça veut tout de suite dire quelque chose, c'est que le musée était un musée par des collectionneurs, mais au départ pour des collectionneurs. Et c'est vrai que quand en 2006, une campagne ouverte en 1925, il y a eu 2 campagnes de rénovation, une en 2006 intégrale du musée et une en 2016 pour la salle de la Légion d'honneur que vous voyez là. Et à chaque fois, elles se sont accompagnées de mise en place de dispositifs numériques. Alors toutes mes excuses, nous ne réinventons pas grand-chose, ça va être des dispositifs somme toute parfois assez classiques. Mauvaise idée, que je n'ai pas vécu, puisque moi la seule chose que j'ai vécue c'est le démontage de cette salle, mais visiblement ça n'a pas été un très grand succès. Qui en plus sont des succès collaboratifs. Le premier étant quelque chose de ça. Alors je suis désolé, j'ignorais que j'aurais dû penser à mettre des liens pour voir les vidéos, pour voir les dispositifs. Deux figures géniales, Bayard et la Pérouse. Alors Bayard, on avait un tableau, c'est super parce que la vidéo a accompagné merveilleusement bien le tableau et les gens, quand ils voyaient la vidéo, ils se tournaient la tête vers le tableau ou vice-versa. Et donc ça fonctionnait plutôt bien, ça illustrait. Par contre, la Pérouse, ils voyaient la vidéo de la Pérouse et là on les voyait un petit peu perdus en train de chercher quelque chose qui faisait référence à la Pérouse. Les pauvres, il n'y avait rien. Les vidéos sont trop déconnectées des œuvres. Eh bien, ou quand les vidéos n'ont pas d'œuvre support, ça ne fonctionne pas. Les gens n'y regardent pas. La deuxième chose, qui elle est de loin le dispositif qui fonctionne le mieux au musée, mais qui répondait à une vraie attente. Là, on est vraiment dans la réponse à une demande du public. C'est une borne de consultation de notre fonds. C'est toujours évidemment très compliqué de foncer dans les archives et de retrouver, ou encore plus vexatoire, de ne rien trouver. Donc, ça nous permet, ça nous soulage énormément. C'est-à-dire que c'est des demandes qu'on n'a plus, qu'on ne reçoit plus par email, mais on met à disposition notre fonds, ce qui est une mission essentielle. Et ça, c'est vraiment le dispositif qui marche mieux. Et en plus, complètement ancré dans la dimension de nos collections, puisque ça, c'est juste à côté de la borne des insignes actuels. Et finalement, vous avez presque envie, une fois que vous avez vu les insignes qu'on remet aujourd'hui, de regarder qui a pu les recevoir. Et que je vous ai déjà dit. Alors, après les réussites, c'est bien plus amusant de parler des échecs.
Et je ne parlerai que d'un échec, mais qui est certainement qui est très actuel et qui, nous, est vraiment une très grande source d'apprentissage. Nous avons fait, il y a donc c'était en 2017, jusqu'à la fin, même jusqu'au février 2018, une exposition intitulée 100 portraits pour un centenaire, les soldats de Foch vus par Burnand, qui mettait en avant, qui présentait l'intégralité d'un ensemble de portraits de soldats peints par un peintre suisse, Eugène Burnand, qui a d'avoir travaillé avant tout sur le fond, mais pas sur la mise à disposition. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose où, que télécharger une application, rentrer un compte, etc., ça ne fonctionnait pas. Les gens s'arrêtaient, regardaient, disaient c'est sûr. Et une frise chronologique qu'on a fait en réouvrant nos salles, en préparant les nouvelles salles des ordres royaux. Et en fait, on s'est dit, oui, mais si on parle de ça, si on parle de tel ordre, il faut parler de tel ordre, il faut pas perdre le visiteur, et à vouloir ne pas le perdre, c'est extrêmement compliqué. On a essayé de rendre ça le plus visuel possible, mais là encore, en fait, on a été un peu... Ça fonctionne, mais on a été un peu loin par rapport peut-être à nos objectifs. Et au final, c'est quelque chose que vous avez énormément de documentation extérieure, c'est presque quelque chose qu'on devrait mettre sur le site pour expliquer en amont, mais dans les collections en elles-mêmes, c'est trop détaché aussi. En milieu, on découvre souvent que la peur du budget, il vaut mieux finalement se lancer tout de suite dans quelque chose d'un peu plus conséquent et d'essayer de faire simple, d'essayer tout simplement vraiment de retomber dans la proximité des collections. Et c'est ce qu'on va vouloir faire avec une application smartphone qui devrait voir le jour pour la fin de l'année. Avec comme en premier lieu, vous avez aujourd'hui, ces tableaux ont été remis en partie dans des murs qui permettent d'accéder à la salle de la Première Guerre mondiale, et vous aurez sur l'écran du téléphone ce mur, vous cliquerez sur le tableau et le portrait s'ouvrira, et vous aurez un plan pour chaque salle, vous accéderez à un plan de la salle, et vous aurez, comme on a vu pour l'exposition virtuelle, juste à cliquer et ça lancera une vidéo, une fiche ou quelque chose sur les objets, avec l'idée que nous soyons administrateurs de cette... Autant nous ne serons pas graphistes, évidemment, de l'application, mais nous pourrons la faire évoluer. Récemment, on a mis les décorations de Victor Hugo qu'on a reçues en dépôt dans les vitrines. On s'est dit, si on avait cette application, on aurait tout de suite fait quelque chose pour mettre en avant, et quand vous téléchargez l'application, vous voyez tout de suite la vie du musée. Et comme on ne peut pas y répondre, et on n'a pas la place pour y répondre, l'idée que nous avons eue, et qui a reçu plutôt bon accueil de la part de l'ensemble de l'équipe, c'est de mettre en place une map monde, où vous cliquiez sur le pays et vous ayez donc des maps monde qui seraient vraiment des écrans, alors des grandes tablettes qui seraient mises à la place justement de ces vidéos qui ne fonctionnent plus pour certaines, et vous auriez par pays les deux principaux ordres historiques et les deux principaux ordres actuels avec 5 lignes. Mais il n'en faut pas plus, et finalement on compléterait les collections par la volonté d'exhaustivité, et en fait la curiosité créée par le fait que vous ayez tous ces tiroirs, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a au Brésil, en Argentine, etc., serait complétée par une réponse numérique au fait de se rendre compte que aujourd'hui, depuis le 19e siècle, la plupart des pays, en fait mis à part normalement 2, ont mis en place un système de décoration, et ça permet aussi, là l'application pourrait y répondre. Voilà pour les dispositifs du futur. Alors vraiment, vous l'avez compris, dans un musée spécialisé, nous, ce qu'on cherche à faire, sans tomber dans l'anecdotique facile, c'est vraiment être toujours dans cette idée de coller à l'objet et de faire des dispositifs qui permettent de regarder l'œuvre, de mieux la comprendre facilement, et non pas d'essayer d'avoir compris le musée dans son intégralité, et d'essayer de se départir, de sortir de cette image des collections spécialisées, mais plutôt de la faire vivre au mieux. Voilà, j'ai terminé. Merci pour tout. Hélène Le Gall, qui ont à des centaines de kilomètres de là, à un groupe de personnes. J'ai trouvé ça que c'était assez intéressant, et merci de nous faire profiter de ce que vous faites. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour présenter les visites guidées à distance du musée de la Grande Guerre. Donc juste pour resituer, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le musée. Il se trouve à Meaux, à 40 km à l'est de Paris, à 30 minutes depuis la gare de l'Est. Il accueille à peu près 35 000 scolaires par an, quelle que soit la fréquentation, un peu plus ou un peu moins de 100 000 visiteurs.
Donc pour répondre à cette demande des groupes scolaires, d'ailleurs on n'arrive pas à répondre à l'ensemble des demandes, notamment en termes de visites guidées et d'ateliers, alors qu'un des objectifs du musée c'est d'être accessible, et depuis son ouverture et même avant son ouverture, le directeur du musée et le chef de projet du musée, même avant l'ouverture du musée, allait hors les murs pour essayer de faire connaître cette collection sur les territoires et au-delà. L'idée c'est d'être accessible à tous, et notamment aux scolaires. Alors pour ce faire, le numérique s'est tout de suite imposé comme un moyen évident, un outil pour aller à la rencontre des publics éloignés, et notamment des publics éloignés géographiquement. Et on a eu la chance en 2013 d'expérimenter l'utilisation de Facebook pour faire découvrir l'histoire. Et donc il y a une agence de communication, une grosse agence de communication qui s'appelle DDB, qui est venue nous proposer un projet, puisqu'on n'aurait jamais eu les moyens financiers de le faire sans eux. Ils nous ont proposé d'imaginer que Facebook existait en 1914, et ils ont imaginé l'histoire d'un soldat, ouvert une page Facebook au nom de Léon Vivien, et animé cette page avec notre aide pendant 1 mois et demi. Donc on a raconté l'histoire d'un soldat fictif, et on alimentait la page avec des archives, des collections du musée, et il interagissait avec ses amis, sa famille. Donc ça a permis de rendre vivante cette histoire à travers le numérique. Ça a eu beaucoup de succès, on ne s'y attendait pas. Il y a eu 60 000 fans qui ont suivi l'histoire de Léon pendant 1 mois et demi. Donc si vous voulez, la page est toujours accessible. On s'est fait connaître donc, avec ce projet dans le domaine du numérique, et en 2014, la Fondation Orange pour la Culture est venue à notre rencontre pour nous proposer un projet. Et là, l'idée, c'était d'utiliser un des dispositifs qu'Orange avait imaginé pour le château de Versailles, les visites guidées à distance, pour proposer des visites guidées à des publics éloignés géographiquement du musée via le web. Donc là, donc pourquoi payer? Puisque déjà sur le web, la gratuité c'est quand même... payer quelque chose sur le web c'est quand même compliqué maintenant. Et pourquoi prendre rendez-vous alors qu'on peut regarder une vidéo n'importe quand on le veut? L'aspect interaction n'était pas du tout connu. En termes d'interaction aussi, ils ont mis en avant la qualité de l'interactivité du... Bon, alors il y avait quand même quelques freins. Spécialiste en informatique, et on le sait, même moi, quand c'est trop long, trop compliqué, je ne vais pas aller chercher à comprendre, il faut que ce soit simple, peu connu. Alors, ça marche quand même, on a fait des visites, notamment avec des publics qui ne seraient jamais venus au musée sinon. On a fait des visites avec la Californie, ça c'était l'école avec laquelle on a fait le lancement, et justement, c'était au tout début du projet. Donc je vous disais, il fallait faire évoluer le service, et notamment en termes de technique, pour simplifier l'usage. Ah, j'ai été trop vite. C'était de la visite guidée à distance. On a du coup augmenté, avec l'utilisation de cette application, la fréquentation et l'utilisation des web visites. On a aussi développé des partenariats d'un projet de développement avec notre partenaire Another World. Donc là, l'idée et la différence avec notre visite guidée à distance, c'est que c'est le public qui est distant, qui via le web peut téléguider le robot. Et là, c'est en utilisant sans application. Donc là, on n'a pas besoin de télécharger d'application. On se connecte, et directement, en tapant une adresse URL, on peut prendre les commandes d'Ascar, qui est équipé d'une caméra et d'un micro, et suivre le médiaté qui va proposer un catalogue d'offres de visites guidées à distance à des publics scolaires. Ce robot va être disponible dans différents musées, donc je crois qu'il y aura la RMN qui va être équipée, donc nous on aura un robot également. Et là c'est pareil, ce sont les scolaires, là il faut télécharger une application, et donc on prend les commandes du robot et on le téléguide. Et ça a aussi un intérêt pour les publics empêchés, dits empêchés. Donc là par exemple, Ascar, on avait travaillé pour le proposer dans des hôpitaux ou des maisons de retraite, pour des publics qui ne peuvent pas sortir, qui sont enfermés. Donc à l'origine, c'est Orange qui nous a installé l'équipement. Alors au musée, on a dû installer des bornes Wi-Fi avec un réseau dédié à l'usage de ces web visites, parce qu'il faut quand même un bon flux internet.
Ben voilà, merci de m'avoir écouté. Alors on va faire un carrefour d'idées entre ce qu'on a pu entendre ce matin, on a pu entendre cet après-midi. Je rappelle, parce que je l'ai dit à certains, mais peut-être tout le monde ne le sait pas, c'est que vous pouvez retrouver toutes les communications de la journée sur Canal U. C'est une chaîne TV du ministère de la Recherche sur le web. Et vous y trouverez d'ici quelques jours ou quelques semaines toutes les interventions. Vous y trouverez aussi toutes les interventions du carrefour de mer de l'an dernier, de l'année avant, de quelques années. Donc ça peut être toujours intéressant de retrouver ces choses-là. Alors j'ai demandé à Laurent Albaret de bien vouloir conduire cette table ronde, car il a... Je n'ai pas pu être présent ce matin, donc je n'ai pas suivi les communications de ce matin, j'ai surtout suivi celles de cet après-midi, qui m'ont fait un petit peu réfléchir par rapport aux collections, puisque comme je l'ai dit, j'ai travaillé au musée de la Poste, mais sur la stratégie patrimoniale et le numérique pendant quelques années. J'ai une formation d'historien, mais je suis très ancré dans le numérique depuis très longtemps. Et en vous écoutant les intervenants sur cet après-midi, notamment le fait d'avoir cette idée de transmission des collections hors les réserves, dans certains cas, voire hors les murs numériques. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu l'occasion de visiter le centre Sir John Monach, qui est un centre d'interprétation qui est rattaché au Mémorial australien à Villers-Bretonneux, des collections Une Histoire. Et en fait, la surface d'exposition fait très exactement 483 mètres carrés et il y a tout juste 400 écrans sur 483 mètres, ou que ce soit d'autres aspects, ou qu'est-ce que l'on peut développer, vers quoi on va aller. Est-ce qu'on va aller sur des centres d'interprétation comme celui que j'ai visité hier, qui en tant qu'historien m'a un peu surpris, parce qu'il repose uniquement sur l'émotion. C'est vraiment l'émotion. Dans la salle immersive, vous avez les bruits des mitrailleuses, mais vous avez aussi les éclairs, vous avez la fumée. On était 50 enfermés dans une salle avec de la fumée, des éclairs et des mitrailleuses. C'est assez impressionnant. Donc je me dis aujourd'hui quel va être l'avenir par rapport, je dirais, à nos sujets numériques, numérique conservation, quels vont être les liens, les bases de données, est-ce qu'elles vont être ouvertes comme ça et vulgarisées, parce que hier j'avais à faire de la vulgarisation. Donc moi j'aimerais surtout avoir votre ressenti par rapport à ça, et surtout se dire demain, qu'est-ce qui va se passer. Là vous en êtes à un stade où vous avez expérimenté des choses, il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Demain, qu'est-ce que vous allez faire au sein des musées pour transmettre encore plus vite aussi, peut-être, parce que aussi des problèmes de connexion, tout en, je dirais, et là je rejoins Gilles, tout en montrant les collections, parce que l'objet quand même a son importance, c'est pas Gilles qui va dire le contraire, et moi non plus en tant qu'historien. Donc voilà, je ne sais pas qui commence, qui veut s'exprimer là-dessus, pour dire demain, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va inventer. Oui, alors c'est vrai que c'est une question qu'on se pose nous-mêmes, puisqu'on est beaucoup sollicités. Enfin, cette année, par exemple, on a eu je ne sais combien de prestataires qui réalisent de la 3D ou de la réalité augmentée ou virtuelle qui sont venus vers nous pour nous présenter des projets où ils nous proposaient de plonger le visiteur au cœur de la tranchée au moment du combat. Donc ça, c'est des projets, par exemple, qui nous dérangent, qui nous posent question et... Oui, moi ce qui me vient en tête également pour compléter ce qu'il dit, je suis entièrement d'accord, c'est pas forcément un exemple, je vais revenir au musée de la Légion d'honneur, mais c'est quand j'avais fait des journées de formation pour ce qui s'appelait à l'époque, maintenant ça doit être Cité Remarquable, l'association des villes et pays d'art et d'histoire, ils avaient fait des journées sur le numérique, et là c'est l'abbaye du Jumièges qui avait proposé ce qui se fait à Vincennes, enfin, vous mettez un casque effectivement et vous revivez Jumièges comme ça l'a été dans sa grande partie de course. Est-ce que ça ferait le même effet si vous mettiez ça mais que vous n'étiez pas à Jumièges? Je pense que non, finalement. Je pense que d'être face à cette abbaye en ruine qui fait quelque chose, c'est l'affect qui est profondément important dans le ressenti patrimonial, mais qui est important dans le lieu, dans le contact direct, qui est aidé parce qu'on se rend compte de ce que ça a pu être, mais je pense que si on dissocie l'un de l'autre, ça perd tout son sens. Et c'est là... quelqu'un d'autre qui... Et moi je crois qu'il y a quelque chose d'important,
c'est que le musée, à travers ses collections, doit avoir une approche scientifique et académique, et cette approche académique doit donner un recul sur les questions, sur l'objet, sur l'histoire. Et ce recul ne peut pas fonctionner si on fait simplement appel à l'émotion et à son propre ressenti. Au musée de l'Armée, elle confirme tout à fait ce que vous avez dit pour le musée de la Légion d'honneur. Et puis ce que vous venez de dire aussi sur le centre d'interprétation, c'est quelque chose que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps au Canada, au musée canadien de la guerre. C'est très anglo-saxon d'insister sur l'expérience de guerre. On a une sorte d'illusion comme quoi les effets spéciaux, le numérique, vont permettre de recréer une forme d'expérience de la guerre, ce qui paraît en quelque sorte un peu illusoire parce qu'on tombe un peu dans le domaine du spectacle. Et c'est vrai que j'en discutais avec le conservateur du musée canadien de la guerre qui me disait mais vous en France, n'importe quel artefact, objet en rapport avec la guerre devient équivalent à la Joconde. Dans des musées de sciences et techniques comme les autres, le numérique doit permettre de voir comment fonctionne un moteur rotatif, c'est quoi un moteur en étoile, comment fonctionnent les lignes d'arbres. En suspens, c'est en gros où est-ce qu'on va s'arrêter. Parce que vous parliez justement du musée canadien de la guerre, et c'est vrai que bon, je n'y suis pas allé, mais je l'ai vu, et j'ai vu des images, et hier j'avais l'impression un peu dans ce monde-là. Hier, bon, c'était le grand chantier encore, puisqu'ils inaugurent que dans 12 jours, donc ils ont le temps de tout finir. Il n'y avait pas de conservateur ni d'attaché de conservation, il y avait des tables un peu partout, avec en même temps cette influence anglo-saxonne, on la retrouve dans les musées, je dirais, français, région parisienne, parisiens et autres. Peut-être moins en province sur certains musées, mais on le retrouve. Moi j'ai connu le musée de la Poste il y a maintenant 10 ans. On a été un des premiers musées à faire une soirée Facebook à l'époque. Voilà, aujourd'hui tous les musées sont sur Facebook. D'ailleurs si on n'est pas sur Facebook, voilà, ça pose un problème. Et si on n'est pas sur les réseaux en général, Instagram ou Twitter, ça peut poser question. On dit ben, quand même ils ont du retard. Donc je me dis aujourd'hui quelle va être la limite que vous dans les musées vous allez vous donner en disant on ne va pas aller au-delà. Vous parliez en disant voilà on va rentrer dans la 3D. J'ai dit que la 3D, il fallait que ce soit pas faire de la 3D pour faire de la 3D et pour proposer justement une nouveauté et faire le buzz pour faire venir le public. L'idée c'est que ce soit toujours au service de l'objet. L'histoire vivante on en a toujours fait et l'idée c'est justement de faire venir le public au musée, trouvant des moyens pédagogiques, mais l'aspect scientifique reste aussi au cœur du propos. Et même parce que bizarrement vous avez des personnes qui viennent visiter le musée en vous disant oui il faut mieux expliquer donc plus de numérique et puis qui vous disent mais je suis sûr que vous avez 90% des œuvres dans vos réserves. Alors on ne peut pas mettre 400 écrans dans un musée et montrer toutes nos collections. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il y a quand même, j'espère, une envie d'authenticité. Et cette envie d'authenticité, elle passe d'un point de vue du public par mettre en valeur juste que ça s'arrête à de la mise en valeur des collections et pas un remplacement des collections. Et en plus, il faut espérer, d'un point de vue purement scientifique, qu'en plus on peut déterminer la qualité d'une œuvre qu'en la regardant. C'est vrai que de ma mère expérience, souvent sur un catalogue, une décoration elle est magnifique, et parfois on la voit en vrai, on se dit heureusement qu'on ne l'a pas acheté sur internet. Donc ça reste de ces deux médiums-là, il faut espérer que de soi, la limite arrive à un moment à se trouver. Qui correspond à ce qu'on est en train de dire et que Gilles a évoqué ce matin, c'est cette étude qui est récente, qui explique que le numérique en fait, sert au public des musées, mais a du mal à élargir le public qui vient au musée. Et c'est vrai que le numérique, il est nécessaire aujourd'hui. Si vous n'avez pas le numérique, vous disparaissez des radars, hein, pas de site internet, pas de base de données, mais il n'est pas suffisant. C'est ça, il n'est pas suffisant, parce qu'on parlait donc de... Est-ce qu'il y a eu vraiment un impact au niveau du visiteur, par exemple? Excusez-moi, c'est très difficile. Voilà, je veux dire, du jour au lendemain, vous n'avez pas eu la queue devant le musée de Meaux. Ouais. C'est un peu aussi le souci, c'est le numérique permet de transmettre, mais est-ce qu'il va amener dans les musées, c'est quand même aussi l'objectif. Je l'ai vécu par expérience, l'idée d'être sur Facebook, le musée de la Poste en plus, n'était pas vraiment attractif, et d'être sur les musées, d'être sur les réseaux, ça voulait être, mais ok, on a organisé une soirée d'anniversaire Facebook dans le musée, on a eu 500 personnes, et le lendemain on en avait toujours autant, c'est-à-dire une trentaine qui venaient voir le musée. Ce qui est intéressant, former, qu'est-ce qui se passe au musée en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans l'institution, qu'est-ce qui se passe à tel endroit, c'est quoi les expos. Donc ça c'est de l'information de premier niveau. Et puis c'est vrai que les bases de données, c'est aussi, pour nous responsables de collection, c'est nous permettre aussi de nous décharger d'une certaine forme de communication de premier niveau.
la présence en fait d'un musée sur les réseaux sociaux est importante de nos jours, effectivement, mais elle est extrêmement chronophage pour les équipes, il faut le savoir. C'est beaucoup de temps. Souvent, on est des petites équipes. On n'a pas forcément un webmaster et un community manager. Souvent, le webmaster, c'est le community manager. Donc, c'est beaucoup de travail. En plus du site web à animer, effectivement, il faut qu'il anime, entre guillemets, des communautés sur les réseaux sociaux. Et c'est chronophage. Et au final, pour un résultat qui est proche de zéro, enfin, si on entend par résultat faire venir des gens in situ. C'est pas forcément pour faire venir les gens sur place, c'est aussi une question de notoriété. C'est comme être dans la rue, avoir sa pancarte dans la rue numérique, c'est les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on le voit beaucoup. Nous, on a plutôt une approche plutôt vertueuse des réseaux sociaux pour ce qui s'agit de Gallica. On est plutôt bien lotis puisqu'on a une communauté relativement acquise et on a aussi des ambassadeurs naturels qui vont disséminer les choses. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'on a extrêmement peu d'interaction avec vraiment Gallica dans le cœur des documents, qui viennent quand même d'une consultation d'un album Facebook ou quoi que ce soit. Donc on n'attend pas ça. C'est-à-dire qu'on considère vraiment que les réseaux sociaux, c'est notre fenêtre sur la rue. Moi, je vois le numérique aussi comme un lien pour prolonger une visite, pour la précéder. Et je me dis que c'est peut-être là que le plus de numérique peut être le plus fort en fait. Ça peut être un plus pendant la visite, mais est-ce qu'il ne faut pas plus privilégier l'avant et l'après que la visite en elle-même? Une appli qui va être développée, qui sera en ligne, qui sera téléchargeable lundi prochain. Et en fait, tout le centre fonctionne avec l'appli. C'est-à-dire que c'est l'appli qui va vous permettre de faire marcher les écrans, ou soit ils se déclenchent grâce à des cellules photos qui vous voient arriver. Mais en grande majorité, tous les écrans fonctionnent avec l'appli. On tombe évidemment dans le système d'investissement financier qui est derrière. Voilà. Mais aujourd'hui, bon, on donne des audio guides, demain on donnera peut-être des smartphones, on prêtera des smartphones aux gens qui n'en ont pas. La question peut aussi se poser. Voilà. Mais actuellement, au musée de l'art de l'espace, justement, et pour rebondir ce qui a été dit par vous et par Vincent, ça peut préparer la visite, question des scolaires. Alors nous sommes en train de préparer, avec le service médiation, d'avoir en ligne les supports de visite pour les professeurs, de manière qu'ils puissent préparer en amont une visite. Dans le numérique, oui, parce que là, il va y avoir effectivement des données. Le musée confidentiel, ami du musée franco-allemand du radar, à Douvres-la-Délivrante en Normandie. Je ne peux que saluer la qualité du débat et l'intérêt de tous ces sujets. Et vous nous donnez la parole à un moment où déjà tant de points ont été abordés que je vais m'efforcer de ne rebondir que sur 2 ou 3 d'entre eux, parce que sinon... je vais faire des jaloux derrière. Pour revenir à la première question de Laurent sur l'avenir et l'apport du numérique, en évoquant le casque de réalité virtuelle. Je pense que je vois une réponse là. Le casque de la réalité virtuelle a son apport, et donc qu'est-ce qu'on y ajoute? C'est sans doute ce qui a disparu qu'il est intéressant de montrer dans la réalité virtuelle. L'handicap, c'est que lorsqu'on est in situ, il coupe de la réalité concrète dans laquelle on est. Et je comprends l'agacement de celui qui voit le visiteur le nez sur son smartphone en train de se balader. Peut-être celui-ci est moins coupé de l'objet et de la réalité qu'on le serait sous le casque de réalité virtuelle. Et je prends pour exemple le musée de Falaise, le musée du château Guillaume le Conquérant à Falaise, qui a développé une visite où on s'accompagne d'une tablette, et là on est en fait dans le domaine de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on est dans une salle qui est dans son état du XXIe siècle, et la projection permet de se rendre compte de ce que pouvait être le lieu il y a 5 siècles. Et ça, je crois que seule la réalité augmentée peut l'apporter.
En résumé là-dessus, ça veut dire, il me semble que la responsabilité des développeurs, des gens qui s'efforçons comme nous de mettre du virtuel ou du numérique dans les musées, c'est justement de calibrer, hein, de placer le curseur, à savoir que le numérique doit être au service et valoriser l'objet, aider à le comprendre. Et pour la Normandie, par exemple, quand je vois certains musées, ma grande crainte, c'est que les musées normands deviennent un grand Disneyland du débarquement, par exemple, à travers des reconstitutions ou la fameuse experience que l'on veut faire vivre aux visiteurs. On en arrive à faire monter les gens dans un simulateur pour les secouer et leur donner l'impression qu'ils ont traversé la Manche à bord d'un Dakota dans la nuit du 6 juin. Et donc je crois que c'est d'être attentif à ne pas en faire trop et en résumé à faire que le numérique soit au service de l'objet, au service de l'histoire et pas seulement un amusement. Je vais terminer en disant, vis-à-vis des jeunes générations, est-ce que le numérique peut être peut amener les jeunes à l'objet? Le parallèle que je ferais, c'est que j'ai un jour été presque choqué d'entendre un de mes amis entendant une musique à la radio me dire « Ouais, c'est la musique de Barry Lyndon ». J'aurais préféré qu'à ce moment-là, il me parle de la sarabande de Handel. Et puis, rétrospectivement, je me suis dit, si finalement le cinéma a été la façon de l'amener à la musique classique, eh ben c'est un bon chemin. Et si le numérique devait être la façon d'amener certains jeunes à l'histoire et à l'objet, eh ben ça sera aussi un bon chemin. Par pas mal de musées, par pas mal d'institutions qui détenaient des collections photographiques notamment, pour pouvoir faire des projets similaires par eux-mêmes ou sur Flickr ou sur d'autres plateformes, peu importe, mais ils sont toujours bloqués sur des questions de droit, sur des... À un moment donné, on trouvera ce fameux compromis que vous évoquiez et qui va vraiment répondre à un besoin et un service aux usagers. Et on va aussi impulser du collaboratif ou tout simplement l'usager qui, lui, quand il va voir peut-être les balbutiements, peut-être maladroits des institutions au travers de cette approche technologique et numérique, réinventer son usage. Prenons par exemple, sur Arte, il y a une série qui a été conduite par un YouTuber spécialiste des jeux vidéo. Donc déjà, jeux vidéo, Arte, bon, déjà on a un 21e siècle. Bon. Donc c'est-à-dire considérant que le jeu vidéo était culturel et quelle était la place de l'histoire dans les jeux vidéo. Donc il y avait différentes petites séries sur un ton volontairement léger d'ailleurs, hein, tel que ça aurait pu être sur un blog. Et la question, je regarde et je fais un clin d'œil à l'historien, de la véracité historique dans ces jeux vidéo. Puisque l'idée du jeu vidéo, c'est plutôt de l'immersif, de l'émotionnel, voire de l'addiction pour arriver, monter d'échelon en échelon et récupérer sa belle et tuer tous les dragons. Bon, c'est une vision un peu caricaturale, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un crowdfunding qui s'est fait, je crois, sur KissKissBankBank, je ne sais plus où c'était, où en fait, des fans de jeux vidéo, polonais, je crois, enfin d'Europe de l'Est, se sont réunis, ont demandé des fonds en disant nous on va faire un jeu vidéo qui va obéir à la réalité historique du Moyen-Âge. Donc ils sont partis justement d'une abbaye, etc., de la réalité aussi de vêtements, etc. Donc c'était moins glamour, ou peut-être moins addictif, en tout cas, que des jeux vidéo tels que Assassin's Creed, etc., d'Ubisoft. Mais en tout cas, déjà, ils ont eu les fonds par le crowdfunding. Deuxièmement, le jeu quand même répondait quand même à des topoi ou lieux communs quand même attendus dans la démarche des jeux vidéo. Et en fait, ce sont les usagers qui ont remis au centre du débat la question de la véracité historique. Donc il faut quand même faire confiance à l'inspiration des usagers. Il faut faire confiance au droit dans une démocratie où quand justement on a de l'argent public culturel, au droit de se tromper intelligemment. Et ça, franchement, 20 ans de Gallica, je peux vous dire qu'on a trébuché. Mais on n'est pas tombé, on est encore là. Et on a aussi un Gallica Studio pour nous aider à marcher peut-être pas plus vite, mais dans des directions différentes avec des usagers. Et qu'en fin de compte, ça résume quoi? Ça résume à une culture qui vit.
Voilà. Et donc à un moment donné, qu'il y ait beaucoup de numérique, il y aura peut-être un endroit où il y aura plein d'écrans, où on sera qu'avec des choses virtuelles, mais il y aura aussi un autre endroit où il y aura un musée extrêmement classique avec des objets sous vitrine. Et ça, pour moi, c'est absolument pas antinomique avec le futur. Oui, il y a des questions, oui. Oui, en fait, c'est une demande. Oui, Philippe Young, 3AF et Airbus Héritage. Vous avez dû voir qu'il y a aux commémorations nationales 2018, cette année, parmi les personnalités du monde aérospatial, il y a Roland Garros, pour le centenaire de sa disparition au Champ d'honneur. Et il y a un comité de programme qui travaille sur le sujet depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, à l'origine, on a commencé par le baptême de ce très bel amphi. Par contre, on a trouvé plein de choses, mais il y a une chose sur laquelle on bute désespérément depuis des années, et c'est pas faute de chercher, y compris en Allemagne, y compris que les médias, qui en général retrouvent très rapidement ce qu'on recherche, c'est un enregistrement de la voix de Roland Garros. Alors je profite que vous êtes tous là pour lancer l'appel. Bon, l'appel est lancé. Voilà. C'est un des plus grands pilotes de l'histoire, c'est pas le plus grand. Il est possible qu'il y en ait, oui. Récemment, j'ai écouté un enregistrement de l'époque de Costé-le-Brie, donc voilà, Roland Garros, pourquoi pas. Jean-Philippe, sur Twitter, la question de Philippe Young, il cherche la voix de Roland Garros. Je ne suis pas le seul à chercher. Je le reprendrai sur les réseaux de l'Aéroclub de France, cette demande. Moi j'ai une question sur Gallica, mais c'est une question pratique. Vous nous avez... Prenez un micro, le micro se trouve où, là. Ah, il y a une question. Bon, alors une question là, et puis je viens vous voir après, monsieur Poncy. Allez-y. Sarah Sebailly, responsable de la collection Maquette et également restauratrice. J'avais une question pour l'ensemble des participants, afin de savoir justement en quoi le numérique permet de prolonger l'expérience esthétique dans chacun de vos musées. Parce que moi j'aime bien l'idée que l'expérience esthétique, en tout cas le numérique, ne va pas à l'encontre de l'expérience esthétique. Notamment, par exemple, lorsque le numérique permet de mieux voir un objet ou de mieux le conserver. On en a parlé un tout petit peu justement au musée de la Légion d'honneur. C'est ça m'a plutôt touchée en fait comme présentation, parce que justement le fait d'avoir la possibilité d'avoir accès aux collections qui ne sont pas présentées, je pense, fait partie d'une expérience esthétique supplémentaire. Donc je me demandais, est-ce qu'au point de vue de la conservation, parce que moi je suis restauratrice, est-ce que parfois, pour vous tous, le numérique parfois permet de prolonger l'expérience de conservation? Voilà. Du coup, je vais commencer. Oui, là, moi j'ai deux exemples qui me viennent en tête. C'est le premier, je reviens sur cette exposition d'un ensemble de pastels, on parle bien de pastels. Donc on est obligé, on les expose avec très très peu de luminosité, et en plus on met en place un turnover et on les valorise bien. Le numérique permet de les valoriser parce que c'est un fond fragile et que pour des raisons de conservation on est obligé de protéger. Et donc oui, le numérique permet de valoriser, mais également tout un fonds d'archives. On a, que ce soit la Légion d'honneur, que ce soit d'autres ordres, extrêmement intéressant. On a souvent les dessins préparatoires qui sont des choses magnifiques, mais qu'on ne peut pas exposer pour les protéger. Là, le numérique est une réponse simple, pour revenir sur, mais évidente, et qui permet de montrer ça. Et pour terminer, je dirais que oui, donc oui, la réponse, c'est effectivement, je pense par des choses, il n'y a pas besoin de chercher MD14, c'est vraiment du complément, mais c'est du complément superbe, parce que là, on est dans des collections si le numérique n'existait pas, on ne pourrait pas le montrer. Et en plus, là je repense à la restauration, ça permet de valoriser ce savoir-faire en plus des collections. Je pense à une opération qu'on devait mener qui n'a pas encore été faite. On devait restaurer le collier de la Légion d'honneur du maréchal Berthier, donc une œuvre de Biennet du Premier Empire qui est magnifique, qui cède un petit peu à certains endroits, qui pourrait céder, et donc on voulait le faire restaurer. Et le bijoutier nous a dit que c'était l'occasion de faire une opération de communication, de faire une espèce de vidéo sur comment on restaure un objet aussi précieux, aussi important, parce que c'est aussi impressionnant à voir, la restauration est aussi impressionnante à voir que l'objet en lui-même. Et là, encore une fois, le numérique était une réponse, on préparait un petit clip qui accompagnait. L'objet était en plus de collections qu'on ne montre pas, c'est un savoir-faire
montre pas forcément. Sur ces bases agrégées, est-ce qu'elles sont agrégées systématiquement ou est-ce que c'est les critères de recherche qui, grâce à une intelligence quelconque, va chercher les bases partenaires? C'est un protocole qui s'appelle l'interopérabilité ou le moissonnage, parce qu'en fait on va moissonner des métadonnées qui sont sous un format spécifique. Donc par exemple on choisit le Dublin Core simple, DC simple. Donc chez non seulement dans les métadonnées des fichiers qui sont hébergés et intégrés dans Gallica, mais aussi les métadonnées qui sont donc moissonnées, celles que j'évoquais, dont les fichiers sont hébergés sur une autre interface. Du coup, dans la liste de résultats, vous allez avoir un mélange de résultats de ces métadonnées, de fichiers intégrés, de fichiers hébergés ailleurs. Et quand vous allez cliquer sur le lien hypertexte des métadonnées d'un fichier qui est hébergé ailleurs, il va vous entraîner sur l'autre interface, où là, vous allez bénéficier de l'infrastructure du site de destination pour découvrir votre document. Et le risque, c'est qu'on change d'ergonomie ou on reste de... C'est pas un risque, c'est une réalité. Vous pouvez changer d'ergonomie puisque chaque interface, voilà. Enfin aujourd'hui, un site de ressources numériques, vous avez quand même un principe de facettes pour réduire. Vous avez souvent une possibilité de zoom. Donc quand même peu ou prou aujourd'hui dans on va dire la boîte à outils numérique d'un site qui présente des ressources, vous retrouvez un petit peu vos petits quand même. D'accord. Donc c'est une agrégation dynamique en fin de compte. Voilà, en fonction de de... métadonnées. Merci. Selon un protocole. Merci. Juste pour vous dire que l'outil est magique pour ce qui est de l'histoire de l'aviation. Bien, sur ces paroles positives, on a parlé beaucoup de compromis. Moi j'ai un compromis, c'est le compromis du temps. Et Gilles me l'a rappelé. Donc je voulais tout d'abord vous remercier. Je pense qu'on pourra encore discuter très longtemps justement du numérique, des musées. Où va se situer le curseur? Va-t-on le dépasser? Va-t-on se bloquer? Va-t-on arriver comme le centre que j'ai vu hier, que je vous invite à aller voir, non pas sur leur site, parce que sur le site il n'y a quasiment rien, mais ça sera tout de suite sur l'appli. Le site internet n'a quasiment pas d'existence aujourd'hui, presque. Donc je voulais vous remercier pour cette table ronde riche. Je remercie aussi le public qui a participé, qui a posé des questions. Je vais laisser la parole à Gilles pour conclure cette journée. Merci. Merci Laurent, merci à vous tous les intervenants d'avoir chacun au cours de la journée exprimé un point de vue, un angle d'attaque sur ces questions numériques. Merci à vous tous d'être venus en dépit des grèves et des vicissitudes des transports. Vous pourrez retrouver toutes les communications et la table ronde sur Canal U. Comme le Carrefour de l'air et les rencontres de l'an dernier, comme l'année avant, etc. C'est un canal sur lequel est présent, on est dans le numérique, est présent le musée depuis plusieurs années. Combien, Olivier? Depuis 2010. Et finalement, en dépit de ce qu'on peut faire, c'est du numérique, c'est pour diffuser la connaissance, et on s'aperçoit que peu de monde l'utilise et peu de monde le connaît. Merci à vous toutes et tous, peut-être à certains demain ou dimanche, pour continuer ce carrefour de l'air et